Nous sommes dans cette situation. Vous voyez ici le royaume de France avec l'Angleterre qui a des possessions considérables et qui fait la jonction avec le duc de Bourgogne qui a des possessions aussi bien en Bourgogne que dans les Pays-Bas. Donc la France est quasiment coupée en morceaux. Le dauphin s'enfuit ici, dans cette partie verte, et va se réfugier à Bourges. Quant à son père, Charles VI, il va décider de signer un des traités les plus honteux, jusqu'au traité de Maastricht, mais c'est un peu la même chose. Il va décider de signer un traité qui est le traité de Troyes, qui va être signé en 1420. Ce traité de Troyes prévoit que lorsque lui, Charles VI, sera mort, la France deviendra l'héritage de Henri VI, le roi d'Angleterre et de France. Et donc il se trouve des Français, notamment des Parisiens, pour applaudir le fait que la couronne de France et le royaume entier, parce que d'un seul coup ça a chanté à un roi qui est fou sur les conseils intéressés du duc de Bourgogne et de sa femme qui probablement l'a trompé, eh bien parce que le roi a décidé de déshériter son propre fils. Être français, c'est donc savoir que les élites peuvent trahir la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette position de certains juristes. Le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi n'a pas le droit de tout faire. Il n'a pas le droit de tout faire. On est en train de quitter le Moyen-Âge. Avant, on avait le droit, les petits-fils de Charlemagne, on coupe en morceaux le truc, chacun se répartit comme si c'était une propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, des légistes en France disent non, le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. C'est pas la couronne qui appartient au roi. C'est-à-dire que c'est pas la France qui appartient au roi, c'est le roi qui appartient à la France. Hein. On a envie d'ailleurs de temps en temps de dire ça à certains de nos dirigeants. La France ne vous appartient pas. On n'a pas envie de leur dire. Arrive à ce moment-là cet épisode extraordinaire qui a été malheureusement repris par tel ou tel homme politique français contemporain, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans, c'est une Lorraine, c'est une histoire vraie. Certains disent qu'elle n'a pas existé. Si, elle a existé, bien sûr, on connaît même les minutes de son procès. Elle entend des voix dans son village, à Domrémy, elle va voir le seigneur de Baudricourt, et elle a 17 ans, elle s'habille, elle part avec quelques soldats, parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique, qui s'est réfugié à Bourges, il sait que le royaume risque de lui être pris, et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies. Depuis les Vosges jusqu'à Bourges, il faut traverser le royaume les parties qui appartiennent au roi d'Angleterre. Elle arrive à Bourges et elle se met à genoux devant le dauphin. Elle dit « Mon seigneur et mon maître ». Donc ça, c'est un premier événement capital parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît en le dauphin le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie, elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être oint du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer, et c'est ça le côté génial de toute cette opération, elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims, depuis Clovis, c'est celui qui sacre les rois de France. Et donc, le dauphin Charles va y aller, l'opération va réussir, ce qui pour les gens de l'époque est une autre preuve d'intervention divine, et il est sacré, oint du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacrer roi de France avant l'anglais. Et donc, ça y est, il a la légitimité, il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge, et en plus, il a la légitimité de l'Église.
Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors, il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter, puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu. Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans très peu d'histoire nationale. Si même on la retrouve, je crois que cette histoire de Jeanne d'Arc est absolument exceptionnelle dans toute l'histoire mondiale. Au même moment, Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, donc part à Londres, vous le savez mieux que moi, il dit, le dernier mot est-il dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est ça que dit De Gaulle et c'est ça qui montre ce que c'est qu'être français. Être français, c'est hésiter entre se soumettre à l'Empire au nom d'une prétendue fatalité, ou bien, au contraire, lui résister, même si tous les éléments sont contraires, au nom de la France éternelle. Est-ce que je vais me plier à l'Empire du moment, comme l'avaient fait les Éduins avec Jules César, ou comme l'a fait Pétain et les collaborateurs avec le Troisième Reich, ou bien est-ce que je me positionne avec le recul de l'histoire et avec tout simplement l'honneur d'un peuple qui veut se battre, en disant, même si les événements me paraissent contraires, eh bien je me bats pour la France éternelle et je lutte contre l'Empire. Au même moment, à peu près, que François Mitterrand recevait la Francisque, Charles de Gaulle prononçait dans son discours d'Alger du 3 novembre 1943 cette phrase qui résume finalement toute la pensée de tous les résistants de toutes les époques de l'histoire de France. 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Parce que Mitterrand, le signataire du traité de Maastricht, comme Pétain, c'étaient des gens qui considéraient que la France ne faisait plus le poids. Mais c'était également ce que pensaient Charles VI et Isabeau de Bavière en 1420, lorsqu'ils signent le traité de Troyes. C'est que la France ne faisait plus le poids et qu'il devait être donné aux Anglais. C'est un principe qui parcourt toute notre histoire nationale. Et il faut donc voir ce qui s'est passé ensuite, avant de tirer les conséquences de l'histoire. De la même façon qu'un des grands enseignements de l'histoire récente, c'est que qui est venu à l'aide de la France libre? Ce ne sont pas pour l'essentiel des hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des présidents de sociétés, ce ne sont pas des professeurs d'université, des académiciens, ce ne sont pas ces gens-là, c'est le peuple. Comme disait De Gaulle en France, seul le peuple est patriote, les élites ne le sont pas. Qui est venu au secours de la France libre? C'est le réseau Manouchian, dirigé par un Arménien, avec des Juifs, des Italiens, des communistes, des gens venus de toute l'Europe, des étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Qui a été le premier grand haut fonctionnaire à rejoindre Charles de Gaulle dans la France libre? Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui était un noir, un Français descendant d'esclaves guyanais. C'est lui qui a sauvé l'honneur de la fonction publique française. Et puis qui est venu aussi au secours de Charles de Gaulle? Des pêcheurs de l'île de Sein. Les plus pauvres parmi les pauvres, comme on dirait presque dans les évangiles. C'est-à-dire, en réalité, souvent des exclus, ou des gens d'origine étrangère, ou des gens qui n'avaient même pas la peau blanche. Comme on le disait, encore une fois De Gaulle, et je l'ai déjà cité, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. S'il y a des Français qui sont morts pour la France, il y a aussi des étrangers qui sont morts pour la France, pour ce grand principe d'émancipation qu'a toujours été notre pays. Et il y a un élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la France n'appartient pas seulement aux Français. La France est un principe d'émancipation dont tous les peuples du monde aiment à se prévaloir. Lorsque Dominique de Villepin a fait son discours inspiré en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak, d'un seul coup, plus de 90% des peuples du monde se sont reconnus dans la parole de la France. C'est de ça qu'il s'agit.
Malheureusement, M. de Villepin, ensuite, a voté oui à la Constitution européenne. Il l'a même négociée. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Hitler prétendait bâtir une nouvelle Europe. Hein. Das neue Europa ist unschlagbar, disait-on dans les documents nazis. La nouvelle Europe est invincible. Europas Freiheit, c'était la liberté de l'Europe pour laquelle se battait prétendument Adolf Hitler. Échec à l'ennemi de l'Europe, il s'agissait de l'Angleterre qui était traitée d'ennemi de l'Europe. Hein. Europas Sieg dein Vollstand, c'est-à-dire la victoire de l'Europe, c'est ton bien-être. Eh bien, c'est à ceci que Charles de Gaulle a dit non. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'Allemagne et il a dit non à la nouvelle Europe. Donc nous voici maintenant arrivés en 1950 avec Robert Schuman, qui est ici dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay et qui fait cette fameuse déclaration du 9 mai 1950, dont on est prié de considérer en France que c'est une formidable déclaration, que c'est un coup de génie. Il y a d'ailleurs, comment dirais-je, on fête l'Europe, vous savez, le 9 mai, c'est la déclaration Schuman. Dans cette déclaration Schuman, alors je renvoie ceux qui sont intéressés par un dossier que j'ai mis en ligne sur notre site, Union populaire républicaine, où je décortique qui était Robert Schuman, hein, qui était en fait un homme très conservateur d'origine, et qui a eu un comportement extrêmement trouble sous l'occupation. Il était né en Allemagne, il était né allemand hein, avant la Première Guerre mondiale. Sous l'occupation, il a eu un rôle extrêmement trouble, je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, il a été 14 fois ministre sous la 4e République. Donc c'était pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères qu'il a fait cette déclaration dont vous verrez, si vous lisez mon dossier, que cette déclaration, en fait, ce n'est pas du tout lui qui l'a écrite ni même inventée. Il n'a été qu'un porte-parole d'une déclaration qui a été conçue, écrite, rédigée au département d'État américain dans les services de Dean Acheson et qui lui a été transmise par Jean Monnet. Donc voilà, que dit Robert Schuman ? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Et donc, qu'a dit donc Ambrose Evans Pritchard ? Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, A-C-U-E, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Hein. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965. Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à la CE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande, je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc on a ici un système comme ça avec les autorités américaines travaillant main dans la main avec des intérêts privés, les cartels du pétrole et de la chimie, le lobbying des grands groupes financiers, qui existaient avant-guerre et qui existent après-guerre, qui ont en fait ceux qui fixent le pouvoir exécutif et législatif dans une commission européenne non élue et un président non élu. Et puis alors, pour le
pour le fun, comme on dirait maintenant, pour la vitrine. Il y a un Parlement européen qui n'a aucun pouvoir de production indépendant de la loi. Et en fait, c'est le pouvoir de la Commission européenne qui contrôle l'ensemble du processus législatif. Et puis, face à ça, on a des peuples. Hein, j'en ai pas mis tous parce que j'étais fatigué. Donc, j'en ai mis que combien? J'en ai mis que 12. Il aurait fallu que j'en rajoute 16. Et bien, tous ces peuples-là, vous savez, c'est un petit peu comme des petits bonbons, là, des petits dragées. Et bien, on leur demande de voter pour des députés qui n'ont pas de pouvoir réel.